Bonjour à tous, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque trimestre, on vous propose de retrouver nos experts en ressources humaines pour prendre avec eux un break RH. Comme chaque mois, ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, formation, coaching, team building et outplacement. Les RPS, ou risques psychosociaux, représentent aujourd'hui une des premières causes d'absentéisme en France. Et leurs coûts, qu'ils soient humains, organisationnels ou financiers, sont considérables. Alors comment fait-on ? Comment passe-t-on des discours sur le bien-être aux actes concrets ? Comment une entreprise peut-elle s'équiper pour prévenir, détecter et accompagner ces situations complexes avant qu'il ne soit trop tard ? C'est le sujet de ce break RH et j'ai la chance d'en parler aujourd'hui avec une personne qui vit le sujet de l'intérieur puisque tu es formatrice au RPS, mais aussi DRH et consultante. Pauline Vandenrich, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour ce podcast. Merci beaucoup Clémentine, plaisir partagé. Je suis ravie de pouvoir échanger sur ce sujet aujourd'hui. Pauline, j'ai une première question pour toi. On parle beaucoup de santé mentale au travail depuis quelques années, mais entre les discours et la réalité des entreprises, il y a souvent un gouffre. Toi qui travailles avec des équipes au quotidien en tant que formatrice et DRH, qu'est-ce que tu observes vraiment sur le terrain ? Alors déjà, oui, Clémentine, tu as raison, il y a un vrai décalage entre discours et réalité. Moi, ce que je peux observer depuis quelques années, c'est que le sujet de la santé mentale est devenu visible. Plus visible qu'avant parce que effectivement c'était un sujet qui pouvait être très tabou pendant certaines années. On parlait beaucoup de santé physique, quelqu'un qui revient et qui s'est cassé la jambe, on va lui poser la question de savoir ce qu'il a fait. Une personne qui va faire un marathon et prendre soin de sa santé physique, on va le féliciter, on va le questionner. Une personne qui va moins bien ou une personne qui peut être revenue après un congé ou un arrêt lié à un sujet de santé mentale, ça va être plus complexe d'aller aborder le sujet. Donc c'est un sujet effectivement qui est visible aujourd'hui mais qui reste encore tabou. C'est pas encore complètement traité, du coup. On en parle plus facilement, mais on agit encore trop tard. Concrètement, moi je vois beaucoup de signaux faibles qui passent sous les radars. Des collaborateurs qui sont fatigués, des collaborateurs qui sont plus discrets en réunion alors qu'avant ils prenaient plus de place, ou au contraire des collaborateurs qui sont surinvestis. Et qui parfois aussi étaient des collaborateurs qui avaient l'habitude d'être à jour, à l'heure, et qui arrivent en retard. Ou au contraire, des personnes qui surcompensent. Plein de signaux faibles, en tout cas, que je pourrais étayer, il y en a beaucoup. C'est souvent des situations qui basculent brutalement. Et j'ai des retours, moi, de personnes qui disent « je suis passée complètement à côté, je ne l'ai pas vu ». Et en fait, si. C'est des choses que l'on peut voir. C'est des choses que si on se posait la question de comprendre quels sont les signaux qu'on aurait pu analyser, on pourrait les relier les uns avec les autres. Et donc prendre plus le temps de les regarder, ces signaux. Donc il y a encore un écart entre ce que les personnes vivent et ce que l'entreprise peut faire. Il y a aussi un écart entre les politiques bien-être et RH, qui sont parfois très bien écrites, qui sont parfois très bien ficelées, et ce que vivent, ou en tout cas ce qu'ont la sensation de vivre, les collaborateurs au quotidien. Charge de travail, injonctions contradictoires, manque de reconnaissance, etc. Il y a d'ailleurs des chiffres qui viennent confirmer tout ça. On parle aujourd'hui d'un collaborateur sur deux qui se sent en détresse psychologique. Donc c'est pas anodin. On parle aussi de 20% d'arrêts maladie qui sont liés à des troubles psychiques. Et donc c'est une réalité concrète, très humaine et surtout quotidienne dans les organisations. Il y a aussi un point important qu'on oublie parfois, mais qui est très important pour moi de préciser, c'est que l'entreprise n'est pas le seul facteur. On a tendance à se dire que les RPS doivent être gérés par les entreprises. Alors oui, mais les collaborateurs arrivent aussi avec leur réalité personnelle, avec leur contexte social, économique, et qui est aussi anxiogène. Tout ça, ça joue énormément sur la santé mentale. Donc l'entreprise ne peut pas tout porter, ne doit pas tout assumer, mais en revanche, elle a une responsabilité très forte. Ne pas aggraver la situation, créer un environnement de travail qui soutient, plus qu'il n'épuise. Merci pour ce constat et ce retour d'expérience. Dans les entreprises que tu accompagnes, est-ce que tu sens que ce sujet est vraiment pris à bras le corps ou est-ce qu'on a souvent tendance à le gérer quand ça explose ? Alors, on avance clairement. Il y a une prise de conscience qui est réelle. D'ailleurs, chez RH Performance, on n'a jamais été aussi sollicité pour accompagner les entreprises sur le sujet. Il y a quelques années, moi, quand je suis arrivée chez RH Performance, c'était un sujet dont on parlait même pas. Et formé aux risques psychosociaux, je pense qu'on aurait été assez surpris qu'on nous pose la question.
Donc c'est un sujet dont on parle aujourd'hui. Mais dans beaucoup d'entreprises, on est encore dans une logique réactive. On agit quand ça explose, effectivement. Aujourd'hui, dans la prévention des risques psychosociaux, il y a plusieurs niveaux de prévention. On va avoir la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir agir avant, en fait, d'être plutôt prendre soin et agir avant que ça n'explose et avant d'être en curatif. Quand il y a un arrêt long, quand il y a un conflit majeur, un signal d'alerte fort, les entreprises vont aller regarder ce qui se passe. Le sujet, c'est que les risques psychosociaux, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, ce sont des processus qui arrivent lentement et progressivement. Ce que je peux observer, c'est que les entreprises qui sont les plus matures, celles qui s'adaptent le plus, sont celles qui vont regarder ce qui se passe dans leur organisation. Pas seulement chez les individus, mais vraiment dans le fonctionnement global. La charge, les priorités, les modes de management, etc. Celles qui restent plus en difficulté sont souvent celles qui individualisent le sujet. Donc oui, ça bouge, mais ça bouge encore trop lentement. Il y a un vrai virage à prendre, passer du curatif au préventif. Et je pense aussi qu'il faut sortir d'une confusion, et je le répète, je l'ai déjà exprimé à la première question, mais l'entreprise n'est pas là pour, je vais mettre des guillemets, rendre les gens heureux. Elle ne peut pas agir sur tout, ni sur la vie personnelle, ni sur le contexte extérieur. En revanche, elle doit garantir des conditions de travail saines, claires et soutenantes. C'est ça sa responsabilité, et c'est déjà énorme. Merci pour ta réponse. Le terme risques psychosociaux ou RPS, ça peut faire peur, ou au contraire sembler flou, fourre-tout. On met quoi dedans exactement dans les RPS ? Est-ce que tu peux nous donner une définition plutôt simple et surtout nous expliquer comment ces risques naissent concrètement dans une entreprise ? Effectivement, je vais simplifier du coup sa définition. Les risques psychosociaux, finalement, ce sont les risques pour la santé mentale, physique et sociale liés aux conditions de travail et à l'organisation. Donc on peut les regrouper en grandes familles. On va avoir la surcharge ou au contraire la sous-charge de travail. On va avoir le manque d'autonomie, les relations de travail dégradées, les conflits de valeurs, l'insécurité de l'emploi, le manque de reconnaissance ou encore les exigences émotionnelles fortes. Si on va plus loin, on peut regrouper on va souvent parler de 12 facteurs de risques psychosociaux qui couvrent notamment l'intensité du travail, les exigences émotionnelles, l'autonomie, les rapports sociaux, les conflits de valeurs, l'insécurité, etc. Si vous avez envie d'avoir un peu plus de détails sur ces 12 facteurs, nous avons récemment sorti un livre blanc qui reprend un graphique, un schéma en tout cas qui explique tout ça. Mais le point clé, et c'est vraiment important, c'est que les risques psychosociaux sont majoritairement d'origine organisationnelle. Donc ce n'est pas une question de fragilité individuelle, ce n'est pas la personne qui ne tient pas. C'est souvent un système qui met les individus en tension durable. Et ça change complètement la manière d'agir. On ne répare pas seulement les personnes, on questionne aussi l'organisation. C'est important de préciser aussi que même si les risques psychosociaux sont majoritairement d'origine organisationnelle, ils s'inscrivent toujours dans une réalité plus globale. Donc quelqu'un peut être fragilisé dans un contexte personnel ou sociétal, et le travail peut soit venir amortir, soit amplifier cette fragilité. Donc l'objectif de l'entreprise, finalement, ce n'est pas de tout contrôler, mais c'est d'éviter d'être un facteur aggravant. Merci pour ta réponse. J'ai une question par rapport au burn-out, bore-out ou encore la charge mentale. Est-ce que c'est tout ça les RPS ou est-ce que c'est encore plus large ? Alors finalement, ce que tu viens de citer, le burn-out, le bore-out, la charge mentale, ce sont des manifestations des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, c'est plus large. Le burn-out, c'est l'épuisement lié à une surcharge. Le bore-out, c'est l'épuisement par le vide, le manque de sens ou de stimulation. La charge mentale, c'est cette difficulté à déconnecter et à porter en permanence une responsabilité cognitive. Mais derrière ces mots, il y a toujours une cause organisationnelle. Donc les RPS, c'est un peu, finalement, le système racine, et le burn-out, le bore-out, la charge mentale, etc., ce sont les conséquences visibles. Merci pour cette réponse très claire. Ce qui est difficile avec les RPS finalement, c'est qu'ils s'installent souvent silencieusement. Un collaborateur qui glisse vers l'épuisement, ça ne se voit pas forcément. Quels sont les signaux côté individu et côté collectif qu'un manager ou un RH devrait absolument apprendre à repérer ? Alors effectivement, et tu as raison de le préciser, c'est souvent silencieux au début. Moi, ce que j'aime bien dire aux managers et aux collaborateurs qui entourent d'autres collaborateurs, donc c'est important aussi de pouvoir regarder ses collègues, c'est les changements qu'on peut aller observer. C'est-à-dire qu'une personne qui, d'un coup, était plutôt calme, va exploser en réunion. Une personne qui est fatiguée, se plaint souvent de manquer de sommeil, de l'irritabilité, au contraire, un retrait. Une baisse de qualité du travail, alors que cette personne-là était
au rendez-vous jusqu'alors, de l'absentéisme ou une présence excessive. C'est important d'aller aussi dans les deux pans. Un surinvestissement. C'est important d'aller pouvoir regarder aussi tous ces changements. Une personne qui n'était pas sujet aux addictions et qui d'un coup va mettre en place des choses. Et c'est important de pouvoir aller questionner en fait dans ces cas-là. Peut-être que ça cache quelque chose, peut-être pas, mais en tout cas c'est important d'aller questionner. Par exemple, une personne qui pouvait être vue comme exemplaire, qui répond à l'ensemble de ses mails dans l'heure, n'est pas forcément une personne qui est très organisée. Ça peut aussi être une personne qui va être en train de s'épuiser complètement. Donc c'est important d'aller se poser cette question. Et côté collectif, les signaux seront aussi très parlants. Du turnover qui augmente, une ambiance qui se tend, des conflits récurrents, des réunions plus lourdes et moins productives, une perte d'énergie globale. Et quand tous ces signaux, en fait, finalement, ou plusieurs de ces signaux apparaissent en même temps, souvent, c'est pas du hasard. Donc c'est important d'aller creuser. Merci pour tous ces signaux à repérer, quelle que soit notre fonction en entreprise ou notre rôle hiérarchique. J'ai une autre question à te poser. Est-ce qu'il y a des signaux qu'on a tendance à interpréter à l'envers, qu'on voit comme positifs, alors qu'en fait, ils devraient nous alerter ? Bah oui, et ils sont nombreux. Le plus classique, c'est le collaborateur ultra engagé, toujours disponible, qui ne prend jamais de congé et qu'on valorise, alors que parfois il est en suradaptation. Et finalement, peut-être qu'il va craquer à un moment donné et que personne ne l'aura vu venir. Il y a aussi les équipes très silencieuses, sans conflit apparent. On peut se dire que tout va bien, alors qu'en réalité, plus personne n'ose parler. Ou encore le « on tient bon », collectif. Tout le monde s'adapte jusqu'au moment où ça lâche d'un coup. Ce sont des signaux qu'on a appris à valoriser, mais qu'il faut réinterroger. Et ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Ça, c'est important de le préciser. C'est que toutes les personnes ultra engagées ne sont pas en risque psychosociaux. Ils ne sont pas en danger, entre guillemets. Mais ce qui est important, c'est d'aller questionner, d'aller se renseigner, d'aller observer et de ne pas laisser ça comme étant juste normal. On a identifié beaucoup de risques, on sait mieux lire les signaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise, concrètement ? Comment on construit une vraie politique de prévention des RPS sans que ça reste de l'affichage ou de belles paroles ? Pour construire une vraie politique du coup de prévention, il faut agir à 3 niveaux. Je l'ai cité tout à l'heure, mais il y a plusieurs types de prévention. Donc d'abord, il y a la prévention primaire, agir sur les causes, revoir la charge de travail, clarifier les rôles, ajuster l'organisation, etc. Ensuite, il y a la prévention secondaire, outiller, former les managers, sensibiliser les équipes, développer les compétences relationnelles. Et enfin, la prévention tertiaire, accompagner, mettre en place des cellules d'écoute, du coaching, des dispositifs de soutien, etc. Donc concrètement, ça peut passer par un baromètre social pour objectiver la réalité, des espaces de parole sécurisés, des formations managers sur les risques psychosociaux, des dispositifs d'alerte et d'accompagnement. Et effectivement, c'est typiquement là où nous intervenons chez RH Performance, aider les entreprises à structurer tout ça de manière cohérente et pas juste ponctuelle. Et dans cette logique, il faut être clair, une politique de prévention des risques psychosociaux ne consiste pas à tout prendre en charge. Ce n'est pas la surprotection ni une promesse de bien-être absolu, c'est créer un cadre de travail suffisamment sécurisant pour que chacun puisse faire son travail de la bonne façon, dans les bonnes conditions, avec des ressources, du soutien et de la clarté. Et c'est important aussi, je parle de formation de managers sur les risques psychosociaux, c'est important aussi de prendre soin des managers qui ne sont pas là pour tout porter. Justement, c'est une belle transition pour la suite. Je voulais qu'on parle du rôle du manager dans tout ça, parce qu'on lui demande beaucoup. Être performant, humain, disponible, à l'écoute, sans forcément lui donner les outils pour. Alors comment on l'équipe vraiment ? Et oui, et donc du coup, effectivement, j'avais commencé à répondre à cette question. Le manager, il est effectivement en première ligne, mais souvent sans équipement suffisant. On lui demande d'être à la fois performant, humain, à l'écoute. C'est une injonction qui est très forte. Et l'enjeu, c'est pas de lui demander d'être psychologue. Et c'est pas de lui demander non plus de se mettre en position de sauveur. Si vous reprenez le triangle de Cartman, parfois le manager peut se mettre en position de sauveur, alors que c'est pas son rôle. Il doit se faire accompagner et avant tout réfléchir à comment sortir de cette situation de façon favorable pour le collaborateur et pour lui. Donc c'est lui donner des repères simples, savoir observer, savoir ouvrir le dialogue et savoir orienter. Et surtout lui donner un cadre, des temps d'échange réguliers, des espaces pour parler de la charge, du fonctionnement, etc. Donc former les managers au RPS, c'est probablement l'un des leviers les plus puissants de prévention des risques psychosociaux. Et ça vaut aussi pour le manager. Il n'est pas là pour résoudre tous les problèmes personnels, il est là aussi pour orienter. C'est important qu'il puisse savoir vers qui orienter et quand est-ce que ça le concerne et concerne l'entreprise et quand est-ce que le sujet est à traiter en dehors aussi de l'entreprise. Mais il doit être capable d'accueillir une difficulté, de ne pas la nier et de rediriger, encore une fois, vers les bons relais. C'est une posture d'écoute et d'orientation, mais pas de prise en charge totale et pas de sauveur.
Merci pour la clarification de rôle de manager. Pauline, on arrive au bout de ce break RH. Si un manager ou un RH nous écoute en ce moment et se dit « Je veux vraiment m'emparer de ce sujet », une seule action à lancer cette semaine, ce serait quoi ? Alors, une seule action, du coup, ça sera une action simple. C'est poser une vraie question à son équipe. Pas juste « ça va », parce que ça va, c'est facile de répondre « oui », un oui qui va être automatique et qui ne va pas forcément être réel. C'est peut-être remplacer son « ça va » par qu'est-ce qui pourrait être ajusté en ce moment pour que ça fonctionne bien ou que ça fonctionne mieux. De quoi as-tu envie de me parler ? Et vraiment écouter la réponse. C'est simple, c'est très simple et très basique, mais ça commence souvent par là. Et peut-être garder ça en tête. On ne peut pas tout résoudre, mais on peut toujours améliorer quelque chose. Et la santé mentale au travail, ce n'est pas une promesse de bonheur, c'est une responsabilité de créer des conditions justes, humaines et soutenantes. Merci pour cette belle conclusion et merci d'avoir mené cette conversation avec moi aujourd'hui. Vous l'aurez compris, prendre soin de la santé mentale de ses collaborateurs, c'est une responsabilité et c'est à la portée de toutes les entreprises à condition de s'y mettre vraiment et sincèrement. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets comme l'audit social, la formation des managers, la mise en place de cellules d'écoute ou encore l'accompagnement par le coaching, Pauline et l'équipe RH Performance sont là pour vous accompagner. Rendez-vous sur rhperformance.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur notre site internet et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt sur Radio Barbare et prenez soin de vous.